La semaine dernière, dans le cadre de la Journée de la femme, le syndicat CGTR de Saint-Pierre a mis en place un sauvat de cause pour permettre à des femmes de s'exprimer dans un cadre professionnel et confraternel. On en parle dans Gadium Réunionnais. On en parle maintenant et on en parle avec Maximin Sabary. Donc bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général donc de la Fédération CGTA FPT, fonction publique territoriale de la Réunion. D'accord. Alors je vais présenter, ça va être magnifique parce qu'ils sont tous là assis. On a l'impression que je vais les frapper. Donc, alors, on va commencer par les dames. Mélinda Grenou, bonsoir. Bonsoir. Monique Cadet, bonsoir. Bonsoir. Marie-André Bègue. Bonsoir. Et on respire. Donc, Didier Damour. Bonsoir. Et Fabrice Técher, bonsoir. Vous êtes tous du même syndicat. Tout à fait. Et Oui. vous avez donc organisé un débat donc, pour parler de la femme dans la fonction publique. D'abord, la question, Maxime Sabary, qu'est-ce qui explique que la femme a une place particulière, à vos yeux, dans la fonction publique? Parce que aujourd'hui, on avait constaté que à chaque fois on commémorait le 8 mars, on s'attachait à mettre en évidence soit des chefs d'entreprise, soit des artistes, etc. Mais aujourd'hui, l'actualité, avec la baisse des contrats aidés, met en première ligne les ATSEM. Donc, lors d'une réunion de CE, c'est-à-dire notre conseil d'administration, la commission exécutive, les femmes nous ont interpellés. Pourquoi on ne parle pas de notre problématique? Et c'est là où on a monté la journée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils sont directement impactés par la baisse des contrats aidés. Ça veut dire quoi? Pour faire un peu d'historique, ça veut dire qu'en 92, il y a eu les grandes grèves dans la fonction publique territoriale. Et le principal mot d'ordre était la titularisation de l'ensemble du personnel non titulaire. À l'époque, on était 13 000. Aujourd'hui, on est à 16 000. Donc, à ce moment-là, le préfet avait reçu l'intersyndicale en préfecture et avait dit, voilà la situation. On va proposer l'intégration dans la fonction publique métropolitaine. C'est-à-dire, à l'époque, les agents n'avaient pas de statut, de carrière défini, de déroulé de carrière. Donc, on a mis en place l'intégration des employés dans cette fonction publique métropolitaine et les politiques nous disaient la surrémunération sera l'État de donner. Après, donc, on a mis ASEM, cuisinière, etc. Aujourd'hui, on a vu sur une collectivité de l'Est, on a passé en CT, en comité technique, la modification du statut des ASEM. De ce fait, aujourd'hui, entre parenthèses, on a mis ATSEM, ceux qui sont titulaires du CAP Petite Enfance. Or, en 92, il n'y avait pas ça. Donc aujourd'hui, on revient sur la signature du protocole de 92, et donc on est en train de précariser la situation des ASEM. Il y a une rétroactivité acceptable au niveau de la loi? Alors, la problématique des non-titulaires, c'est qu'ils n'ont pas de statut, c'est pas légal. Donc, si on va devant le TA, on se fait shooter parce qu'on n'existe pas. C'est toujours des contrats privés dans un cadre public? C'est des contrats. Alors, avant, c'était des journaliers autorisés. Donc, après, c'était des employés non titulaires. Aujourd'hui, je dirais qu'avec l'ancien président, il a pris comme un décret en 2015 qui a modifié le statut des non titulaires. On a supprimé le mot non titulaire dans la loi de 84. Ce sont maintenant des CDI, c'est-à-dire qu'ils sont impactés également par la loi travail, puisqu'ils sont en CDI. Il n'y a plus de CDI public ni CDI privé. C'est pas précisé dans le décret le terme public. Ça veut dire, à l'article 45 de ce décret, il est précisé que le maire, l'autorité territoriale, peut mettre fin à tout moment aux missions d'un agent si la mission pour laquelle il a été recruté n'existe plus. Donc ça veut dire aujourd'hui, c'est la précarité de la fonction publique territoriale non titulaire.
D'accord. Alors, on va d'abord parler de la femme, puisqu'on dit que vous avez parlé donc de la femme dans la fonction publique. Alors, il y a 3 femmes sur ce plateau, on va juste faire le tour. Quelles sont vos fonctions au sein de votre collectivité? Moi, au sein de ma collectivité, c'est. Comment il fait encore? Agent administratif. Donc, toujours en contact avec le public. D'accord. Marie-André? Je suis gestionnaire de dossiers dans le domaine social. D'accord. Et Agent administratif. aujourd'hui, quand on parle de collectivité territoriale, est-ce que c'est quelque chose qui a encore la même valeur qu'il y a quelques années pour vous? Est-ce que ça a encore la même valeur? Non. Actuellement, enfin, personnellement, j'ai le sentiment que plus que le temps passe, c'est plus que nous avons l'incertitude. Comme souvent on entend, comme M. Sabari vient de dire également, on a l'impression que notre statut, avant qu'on venait travailler ou entrer dans la fonction publique, on se disait on avait un emploi à vie. Et plus que le temps passe et avec les différentes lois qui sont mises en place, notre statut de fonctionnaire est remis en cause. Et du jour, enfin je ne sais pas si du jour au lendemain, mais petit à petit, sûrement, on va arriver à une situation où on n'aura plus cette sécurité d'emploi. Et de plus en plus, on va être soumis à des licenciements aussi facilement que dans le privé ou qu'ailleurs. Alors, on va faire un exercice parce que vous êtes 6 et on n'a que 4 micros. Quand vous parlez, tirez le micro vers vous. Comme ça sera beaucoup plus simple. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas titulaire de vos postes? Si, je suis. Si. Si, tout le monde est titulaire de son poste? Oui. Oui. D'accord. Alors, pourquoi ça serait aussi facile de vous licencier finalement? Parce qu'avec les nouvelles lois qu'on entend actuellement, on est amené, on doit être de plus en plus être professionnalisé. On nous demande d'être polyvalent. Et donc, on est amené à faire plusieurs choses, à se former. Et si on ne se forme pas, on n'a pas les moyens pour raisons X, Y, ça peut être des raisons personnelles, plusieurs raisons qu'on ne peut pas se former. Demain matin, on pourrait nous mettre sur un poste et on n'est pas à la hauteur. Et pour une raison ou pour une autre, on ne peut pas être formé non plus. Enfin, il y a l'obligation d'être formé. Je pense qu'on a l'obligation d'être formé, mais si on a des difficultés, on est dans l'incapacité. Il y a également un point qui va, c'est-à-dire un élément qui va être mis en place après les élections de 2020, c'est-à-dire la modification de la carte administrative de la Réunion. C'est-à-dire on sent sur le sud le rapprochement de la CASUD et de la CIVIS pour créer ce qu'on appelle une communauté urbaine. Et si on regarde ce qui a été fait avec le traitement d'ordures ménagères, on a dans le nord une grosse collectivité qui est Sydney, qui gère les ordures. Et je vais juste préciser pour ceux qui nous écoutent que Sydney, en fait, c'est une convention entre la CINOR et la CIREST pour gérer, avec une seule structure, le recyclage et l'élimination des ordures ménagères. Et dans le sud, c'est Ileva. Donc, on a là une fusion d'intercommunalité. Donc, ça veut dire que demain, avec la loi NOTRe et la loi MAPAM, la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, et la loi MAPAM sur les métropoles. La modernisation voilà. de l'action publique. Donc, on va vers de grosses unités administratives. D'où, parmi nous, il y a un de nos camarades qui est issu d'une collectivité, pour ne pas citer le département. Cette collectivité va perdre de son pouvoir. Donc, ça veut dire aujourd'hui, il y aura fusion des compétences. Les compétences mairie vont migrer vers l'intercommunalité. Quid, qu'est-ce qu'on va faire du personnel restant dans la collectivité maire-mairie et quid des fonctions du personnel au niveau de l'intercommunalité? D'accord, Maxime Savary, mais je vais revenir à chacun d'entre vous et je vais faire un tour de table. Aujourd'hui, chacun d'entre vous, quel est votre sentiment dans l'évolution? On va commencer par Fabrice Técher. Dans l'évolution qui va arriver, comme avait dit Maxime, l'horizon 2020-2024. Tirez le micro vers vous. L'horizon 2020-2024, c'est la mutualisation des services. C'est-à-dire, moi, par exemple, je suis dans une commune du Sud, je vais intégrer la communauté urbaine. Donc, ça sera basé soit
Est-ce qu'on sait déjà ce qu'il y a dans cette fusion et quel est le statut? Parce que le statut dans une communauté intercommunale est une chose, la communauté urbaine, c'est une autre chose, je suppose. Ben, ça sera toujours le statut de fonctionnaire, mais avec d'autres D'autres prérogatives. D'accord. Est-ce que vous savez aujourd'hui quelle évolution il va y avoir? Ben, l'évolution, il faudra se professionnaliser, passer des concours pour être, Comme disait Marie-André, finalement. comme disait Marie-André, pour D'accord. pouvoir rester dans la fonction publique. D'accord. Didier Damour, c'est la situation est pareille. Vous travaillez dans quelle activité? Moi, je travaille dans une collectivité du Nord. La situation est très, très compliquée, étant donné que on voit bien qu'il y aura de moins en moins de fonctions publiques. Tout va basculer soit dans le privé. On voit en termes de restauration dans l'Est, il y a une collectivité qui a déjà basculé la partie Et restauration. je vais enfoncer le clou en disant que aujourd'hui on va vers les prestataires privés. Tout à fait, tout à fait. Donc il y aura plus de cette relation vraiment de contact public, notre rôle, nous, dans la fonction publique, ça va basculer pratiquement sur le privé. Donc la fonction publique, à terme, n'existera plus. On est en train d'arriver ce qui s'est passé au niveau de la Poste, France Télécom, etc. On va rester quelques dinosaures qui arrivent en fin de carrière et tous les nouveaux arrivants seront sur des contrats de droit privé. Donc, quid de la fonction publique. Donc, c'est ce qui est très, 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 très grave pour la relation avec la population. Juste sur ce que vient de dire Didier Damour, la question c'est où aujourd'hui? Est-ce qu'on a une visibilité sur votre carrière professionnelle? Moi, personnellement, m'y arrivant en fin de carrière, vu mon âge, m'allait peut-être pas concerné, mais nous là en train d'essayer de faire comprendre la jeunesse, il faut que tu prends votre destin en main, il faut que les là, mobilise Azot. M'a parlé quand même de la journée de la femme qui vient de se passer, qu'on a déroulée dans le sud. La problématique, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, tous les 8 mars, il y a toutes les grandes manifestations, les grandes personnes, les grandes personnalités, mais personne n'en parle pas de ces femmes qui subissent dans les cantines, qui continuent encore de lever des marmites qui font plus de 12,5 kg, alors que dans le bâtiment, les sacs de ciment, tu connais, elle est arrivée à moins de 25 kg, 12,5. Ah oui, elle est finie les sacs de 25 kg. Donc, tu comprends un peu, nous l'avons voulu donner la parole à toute cette population, ces employés de la fonction publique, et de surcroît non titulaires, qui subissent dans leur collectivité. Mais il faut se rappeler qu'une ATSEM, elle a 30 marmailles dans les écoles. Et quand elle a fini sa journée d'école, il faut qu'elle aille encore s'occuper de ses propres enfants. Et aujourd'hui, on lui demande d'aller faire des tâches qui ne lui incombent pas dans son statut. Donc, vous comprenez que les femmes sont très, très, très... Il y a une précarisation quelque part. Ah, tout à fait. Mais ça s'empire. Juste avant Maxime, parce que je voudrais donner la parole à Mélina Grenou, j'allais dire juste, on reviendra là-dessus, mais on parlera tout à l'heure de paupérisation. Mais alors, Mélina, prenez le micro. Oui. Alors, là, personnellement, est-ce que cette situation-là est identique par rapport à tout ce qui s'est dit là? Est-ce que vous avez les mêmes ressentiments? Oui. Pourquoi? Comment, dans ce que vous fait, dans ce que vous ressent, comment vous perçoit les choses? Est-ce que le volume de travail y augmente? Est-ce que la fin des contrats aidés impacte ce travail? Oui, beaucoup même. Et comment on vit ça? Je le vis mal, mais on supporte. Et la relation dans le travail avec les collègues? Avec mes collègues, ça va. On essaie de s'entraider. Déjà, je travaille à mi-temps, donc mon boulot est vraiment en arrière. Et... Est-ce que on a une visibilité sur ta avenir professionnel? Je vais progresser, mais ça va être dur. D'accord. Je vais revenir à ce que disait Fabrice Séchard. Tu as demandé la parole. Est-ce que c'est sur quel point vous voulez intervenir? C'est un peu ce que disaient Didier et Mélinda, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a 16 000 emplois précaires à La Réunion, que ce soit une grosse partie, c'est des femmes. Donc demain, pour la journée de la femme, on va essayer de reparler du REP, c'est la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
qui permet de passer un concours sans avoir de passer l'oral, enfin l'écrit plutôt. Alors, je vais saisir la perche. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la fonction publique, la femme, c'est celle qui connaît, je dirais, moins de reconnaissance, qui a le moins de moyens pour avancer? C'est un peu ce que vous voulez dire? Oui, c'est ça, oui. Et c'est la vie générale? Et sans la femme, il n'y aurait pas de service public. D'accord. Tout à fait. Un des problèmes qu'a soulevé notre camarade Didier, c'est que les ATSEM, en plus on veut leur donner d'autres tâches à faire, c'est qu'ils sont à temps non complet. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à 151 heures. Donc ils sont à 128 heures. Donc ils ont un salaire minoré. Et là, on leur demande de faire des tâches sans les payer en plus. Donc c'est vraiment un recul dans la gestion du personnel. Alors, comment aujourd'hui, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, dans cette fonction publique aujourd'hui, avec une loi qui donne l'impression de vouloir être très versatile, donc de changer, comment vous pouvez faire pour qu'il y ait un cadre un peu plus ferme, des cadres plus précis, et que la femme, puisque c'est de la femme qu'on parle, d'abord que la femme soit mieux valorisée, et ensuite tout le personnel de la fonction publique soit mieux traité. Qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous allez faire? Depuis 2014, on a essayé, nous, la CGT-FPT, de rencontrer les décideurs. On a rencontré le président Foissin, et président de l'association des maires, oui. Et M. Barat, secrétaire général de la préfecture. On lui a fait part un certain nombre de propositions qui aillent dans le sens d'une amélioration de la qualité du fonctionnaire. Notamment, nous avons constaté que au niveau de l'encadrement supérieur, il y a un manque d'agents. Et souvent, on envoie nos jeunes en formation en disant allez former, allez à l'université, le parent paye, etc. Et au bout du fil, ils n'ont pas de poste de direction. Et moi, j'ai dit à M. Foissin que c'est un scandale qu'une grosse collectivité de La Réunion embauche comme DGS un ancien préfet, alors que nous avons de la matière grise de notre jeunesse. Donc, on avait fait la proposition qu'on crée une IRA à La Réunion. Une IRA, un institut régional d'administration qui permettrait de former les jeunes de La Réunion, mais aussi les jeunes du bassin indien océanique. Ensuite, mon collègue Fabrice a fait état du EAEP. En 2007, le 2 février 2007, le gouvernement de l'époque avait pris une loi permettant de faciliter l'accès à l'emploi public en adossant au concours interne, externe, examen professionnel, le mode EAEP. C'est-à-dire, au lieu que l'agent passe l'écrit, il présente un dossier qui retrace sa carrière. Et si son dossier est solide, à ce moment-là, il est reçu devant le jury pour débattre de son dossier. Et s'il il remplit les conditions, il est inscrit sur la liste d'aptitude, ça veut dire que l'ensemble des mairies peut le titulariser. Sur cette proposition, on a l'aval de M. Foissin de l'Association des maires. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est un décret. Un décret pour généraliser le EAEP à tous les concours de la fonction publique territoriale. Et c'est très important parce que la fonction publique d'État utilise ce mode pour le recrutement, notamment dans l'éducation nationale. On va juste rappeler qu'il y a 3 fonctions d'État, il y a 3 fonctions territoriales, l'État, hospitalière et territoriale. Ouais. Je ne me suis pas trompé. Hein. Voilà. Didamo, vous voulez dire quoi? Oui. Vous avez demandé comment on va réagir, nous, dans la fonction publique. Avec les coûts qui nous sont portés. Il faut savoir que le statut de fonctionnaire, comme vous venez de dire dans les 3 fonctions publiques, c'est un peu le code du travail de la fonction publique, le statut. Aujourd'hui, après avoir démoli le code du travail dans le privé, le président actuel, le président Macron, il va s'attaquer à démolir le statut de la fonction publique. Donc pour le moment, on a une façon de répondre. On va descendre en masse dans la rue le 22 mars, puisque le 22 mars, il y a une journée... C'est le 22 ou le 23 Le 22 mars. 22. Le 22 mars, il y a une journée...
J'ai vu qu'il y avait aussi un le 23. 23, c'est les pilotes pilotes, Donc le 22, on va descendre dans la rue pour déjà montrer notre mobilisation et notre mécontentement. Parce qu'il faut savoir, nous, dans la fonction publique territoriale par rapport aux trois fonctions publiques, c'est que sur les 120 000 postes qu'il va supprimer, il y en a 70 000 qui sera supprimé dans la fonction publique territoriale. Et on est non seulement on est les plus impactés, mais en termes de retraite, de rémunération, on n'est pas sur le même cadre que les fonctionnaires d'État. Donc voilà la réponse qu'on va pouvoir donner à cette attaque. C'est déjà, je demande, puisque je suis au plateau, hein, j'en profite de l'occasion, mais je demande au maximum de la fonction publique territoriale, métropole, réunion, dans tous les territoires d'outre-mer, de descendre parce que c'est le statut. Après avoir cassé le code du travail, on va casser le statut du fonctionnaire. Monique Cadet. Oui. Moi, ce que je voudrais faire comprendre aux femmes, que le 8 mars, c'est pas la fête des femmes, c'est la lutte de toutes les femmes en international comme ici. Moi, je veux dire, nous, quand on était petites, nos parents, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ah, ma fille va devenir fonctionnaire. C'était le plus beau métier qu'on voulait. Mais à l'heure actuelle, avec l'état de la fonction publique, à part les fonctions régaliennes, les autres, ce sera fini. Même la personne qui est titulaire, il peut être déplacé, aller en Nouvelle-Calédonie ou aller en métropole, ou alors ils ont 3 choix, ou alors c'est fini, ils sont radiés de la fonction publique. Donc, à l'heure actuelle, je vois pas ce que... Si nous, les femmes, on se bat pas pour nos enfants, pour nos filles, pour qu'on ne revienne pas en arrière comme étaient nos mères, nos grands-mères, mais qu'on aille de l'avant, ça ira. Jusqu'à présent, même dans le cadre du travail, il y a encore des inégalités entre hommes et femmes. Nous, par exemple, on va au bureau, si on est bien habillé, on voit il y a des petits mots qui sont gentils, on voit du monde au balcon, c'est bien, mais à un moment donné, c'est du harcèlement. Un homme, lui, il peut venir habiller comme il veut, hein, il n'y a pas de problème. Nous, ce que l'on veut surtout, on ne fait pas des cadeaux pour le 8 mars, pour dire que c'est la fête de la femme. Nous, on veut qu'on nous reconnaisse pour les luttes qu'on a menées depuis plus de 109 ans. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose là-dessus? Ou bien, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est que on a parlé de harcèlement. Ah oui. C'est vrai pour vous aussi, mesdames? Vous dénoncez une forme d'harcèlement contre vous? Pas personnellement contre moi ou machin, mais on entend et on est souvent témoin des collègues qui sont très, très souvent harcelés, que ce soit harcèlement moral, sexuel, mais plus moral que sexuel dans la fonction publique. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Mais malheureusement que dans le cadre, quand on est témoin du harcèlement moral, quel que soit du harcèlement, quand il s'agit de témoigner, personne n'est là pour témoigner. Alors, on est tous témoins, mais Pourquoi il y a cette peur de s'exposer à, je dirais, au contre-coup que peut faire la hiérarchie? Voilà, c'est une question que j'ai déjà posée à des collègues qui étaient témoins du harcèlement. On disait que non, moi je ne voudrais pas me mettre à dos la hiérarchie. Non, je suis proche de ma retraite, donc je ne veux pas être embêté, être interrogé ou être témoin de quoi que ce soit. Voilà, donc c'est une peur de mettre sa carrière en danger, une peur peut-être des représailles, voilà, de la hiérarchie, la personne sera mal notée, donc d'être prise, la personne peut être prise en grippe par la hiérarchie. Là, c'est un peu plus que prise en grippe, hein, parce que lorsqu'une hiérarchie veut votre peau, je crois que la hiérarchie se donne les moyens. Là-dessus, Mélinda, pareil, même problème ou bien Oui, d'autres soucis? Si on est trop bien habillé, on dit oui, il y a le chef, on s'habille pour le chef, pour avoir une augmentation ou pour avoir un grade au-dessus. Donc déjà entre collègues, c'est ce genre Quelquefois, oui. de malentendus, de frictions, de polémiques qu'il peut y avoir. Oui, mais en même temps, dans la fonction publique, il faut le reconnaître, il y a les administratifs et techniques. Donc, on est quand même 50% hommes et femmes. C'est pour ça, moi, je dis aux femmes, la journée de la femme, chez nous, la CGT, c'est pas le 8 mars, c'est tous les jours. Tous les jours. Alors, si on vous écoute, il y a une chose qui est vraie aujourd'hui, on se rend compte que le statut de la fonction publique, en tout cas du fonctionnaire territorial,
apparemment de plus en plus précaire, de plus en plus fragilisé. Le changement de loi, les textes, les protocoles ne cessent de faire en sorte que on divise apparemment les secteurs d'activité pour pouvoir mieux vous contrôler. Mais est-ce que une grève suffit? Et est-ce qu'il fallait attendre d'en arriver là aujourd'hui pour que vous mobilisiez? Je pense qu'il y a eu de mobilisation, mais est-ce que le personnel a envie de se mobiliser? Est-ce que vous pensez que vous pouvez les convaincre de venir, de vous suivre et de porter ce que vous voulez porter? Il y a deux choses. La CGTA n'est pas, au niveau de la fonction publique territoriale, ne se met pas en opposition aux décisions qui sont prises. La CGTA veut apporter des solutions venant de la base, en étudiant chaque corps de métier. Et d'ailleurs, on est en train de travailler sur la finition de notre document qu'on doit envoyer au président de la République et au Premier ministre dans le cadre des assises, puisqu'on avait présenté les grandes lignes en préfecture qui nous avait dit c'est un bon cheminement, affiné et présenté. Donc on a là nos propositions. Mais par-delà ça, on rencontre nos collègues, on leur dit l'enjeu qu'il y a. Et ils adhèrent. Seulement, il faut plus de temps pour convaincre. La manifestation, la grève, c'est à un moment donné pour marquer le curseur. Ensuite, il y a toutes les négociations qui continuent pour faire aboutir nos revendications et faire aboutir les solutions qu'on apporte. On a des solutions tant au niveau. Tout à l'heure, on parlait de la privatisation. Ben, on a des solutions pour éviter cette privatisation. On a dans tous les plans que les politiques, parce que attention, les politiques profitent aussi de la situation. Parce que quand on embauche un contrat aidé sur un poste statutaire, c'est-à-dire un contrat aidé, c'est un emploi financé par l'État, sur un poste statutaire qui réglementairement doit être fixe, ça veut dire qu'on détourne les crédits d'État et aujourd'hui on crée au feu, on ne peut pas faire fonctionner parce qu'on n'a plus de contrat aidé. Mais quid de la sécurité des enfants de la maternelle? On met un contrat aidé qui n'a aucune formation et qu'on ne sait pas le parcours, etc. Alors qu'on voit un maire de l'Ouest qui appelle au bénévolat pour venir travailler dans la restauration scolaire alors qu'il y a des règlements qui régissent le fonctionnement d'une cuisine, là, il y a un manque de responsabilité de la part de nos élus. Mais face à cela, nous, on fait des propositions parce qu'on n'est pas des politiques. Nous, on continue à faire des propositions professionnelles pour pérenniser notre fonction publique. Mais il y aura quelque part, dans ce qu'on vous propose, c'est une professionnalisation des agents sur leur métier, un projet professionnel à court, moyen et long terme. C'est-à-dire, un agent ne pourra pas dire « je suis ASEM à vie ». Il faudra à un moment donné, il change de métier. Et il y a un élément qu'on n'a pas cité, c'est les IA, l'intelligence artificielle. Sur les postes de saisie, quand on voit que la préfecture supprime toutes les banques d'accueil, qu'est-ce qui va se passer en mairie ? On va mettre des IA pour la saisie des courriers, etc. Il y a un métier qui est menacé, c'est le coissier, puisqu'aujourd'hui, pour la signature des documents administratifs, il y a la signature électronique. Donc, il va porter quoi, le coissier? Donc, on est en plein dedans. Et là, il faut faire des propositions. Comment reformer cet agent-là pour aller vers autre chose? Quand on parle de redéploiement du personnel, est-ce que ce personnel est aujourd'hui mobile, flexible et à quel prix faut-il que ce personnel le soit pour que il y ait, je dirais, un redéploiement qui soit au vu eux aussi de tous, mais honnête et sincère pour tout le monde? Comment faut-il faire à ce moment-là? Comment vous allez travailler avec les élus? Aujourd'hui, gérer, c'est prévoir. Et quand on voit dans une cantine, on tire un personnel pour amener dans l'autre cantine pour boucher un trou. Ça veut dire qu'on n'a pas prévu, on n'a pas anticipé les départs à la retraite. Le service des ressources humaines ne s'est pas penché sur la pyramide déjà des employés. Donc aujourd'hui, le mal vient déjà dans la gestion même de la ressource humaine de l'élu. Comment faire? Nous disons aux élus, on ne peut pas demander à Madame X qui se trouve à l'autre bout de la ville de Saint-Paul d'aller travailler dans les Hauts. Il faut qu'il y ait une solution qui soit réfléchie entre les syndicats
pour pallier au manque de personnel actuellement avec dédommagement, et ensuite on met en place tout un processus pour pallier au départ à la retraite. D'accord, il nous reste 4 minutes. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur la démarche que vous avez aujourd'hui de dire il faut se mobiliser, il faut sensibiliser la population et il faut se battre pour que justement préserver le service public. Qu'est-ce qu'il faudrait dire là-dessus? Didier Damour? Ouais, le problème, c'est que demain, s'il n'y a plus personne dans le service public, vous savez, la population, ils viennent au contact dans les mairies, dans les structures. Aujourd'hui, quand ils vont en préfecture, il n'y a plus d'accueil. Partout où on passe, il n'y a plus d'accueil. Bientôt, on va arriver avec une clé USB, on va télécharger ces documents. Quid de pouvoir les imprimer par la suite, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'utilisent pas encore le matériel informatique. Il n'y a plus ce contact, ce relationnel qu'il y avait au niveau de la fonction publique. Pour nous, c'est un grave problème, parce est-ce qu'on va travailler simplement derrière un écran? Non, moi je vois pas la chose comme ça. Fabrice? Ouais, un autre exemple, on voit par exemple en cas de cyclone, s'il n'y avait pas de centre d'accueil. Centre d'accueil, c'est quoi? C'est les communes qui mettent en place. Ouais. Les ravines, pour empêcher de passer quand ça coule, c'est le personnel communal. Les écoles, les cimetières, c'est du personnel communal. Donc pour vous en tout cas, il est essentiel de préserver le service public Monsieur, des collectivités. Il est essentiel de préserver, mais aussi de se préparer à la réforme de la fonction. Être prêt pour le moment où se calquer et répondre aux avancées techniques qui impactent notre société. Et surtout, nous, ce que nous disons, il faut que chacun de son côté se mobilise derrière nous, la CGTA, pour que notre voix soit entendue à la fois auprès des parlementaires, à la fois auprès du gouvernement. Est-ce que à ce niveau-là, oui, Fabrice Técher. Comme a dit Jean-Paul II quand il est venu là, employés communaux, rose aux dieux, viens dans la lumière, reste pas dans le fait noir. C'est à eux autres de bouger. D'accord. Mais On qu'est-ce va qui aider. explique qu'ils ont du mal à... Ils ont peur. C'est La pression politique. la pression politique. La pression politique. Et c'est vrai aussi pour les femmes, cette pression politique-là, elle est ressentie dans Oui. dans votre travail? Ils sont encore. Plus encore. Parce que là, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on arrive à un moment charnière. Les lignes vont bouger. Aussi bien que les employés sont un peu dans l'attente, dans l'incertitude, les élus sont également. Parce qu'il y a une séquence qui va se jouer. Il y a de nouveaux électeurs qui arrivent, c'est les jeunes qui en veulent. Et là, c'est un autre langage qu'il faut. C'est plus un langage anti-contrat, ceci. Ce sera un langage responsable, professionnel qu'il faudra donner à cette jeunesse qui arrive sur le marché du travail. Parce que les élus aussi ont des CDD. C'est pas des CDI qu'ils ont. On va dire que c'est le mot de la fin, que les élus n'ont pas de CDI mais ont un CDD. Et apparemment, on va voir qui c'est qui leur donne, puisque apparemment, il faut bien que quelqu'un leur signe leur CDD. Là où leur CDI. CDD. Ils sont d'accord là-dessus. Merci en tout cas pour ce débat. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir s'il faut parler du statut des fonctionnaires territoriaux. Merci de nous pour toutes ces informations. Merci de nous avoir appris que vous allez aussi le 22 vous mobiliser. En tout cas, on va suivre nous le dossier. Les élections de fin d'année, Le 6 décembre. D'accord, donc on va suivre le dossier comme je le disais. Ça va être l'occasion de voir un petit peu à quelle sauce seront mangées la fonction territoriale publique. Alors merci à Maximin Sabary, merci donc à Didier Damour, à Fabrice Técher, à Melinda Grenoux, à Monique Cadet et à Marie-André Bègue donc pour cet échange, en tout cas très fructueux, ça a été un plaisir. Et je vous souhaite en tout cas de revenir ici pour nous dire où vous en êtes dès que vous avez ressentez le besoin. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à la régie pour sa collaboration toujours efficace. Donc merci François, merci Lalaine. En tout cas, je vous souhaite de bien vous porter, de bien commencer votre soirée sur Télé Créole. Je vous dis à bientôt.